Haïti se situe dans une position géographique dans le monde qui lui permet de produire du miel toute l'année. Félicitations, Monsieur Paul. Je suis vraiment fière qu'on ait en Haïti cette grande entreprise et je vous souhaite du succès. Ne lâchez pas. Transpreneur, c'est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin d'apporter une visibilité sur les entrepreneurs qui font un très bon travail dans la communauté haïtienne. Et ceci, quel que soit à l'étranger ou bien en Haïti. La plateforme Transpreneur a déjà accueilli plus d'une 60aine d'entrepreneurs et ceci dans différents domaines. Aujourd'hui, nous avons un grand homme qui a accepté de venir partager avec nous son parcours entrepreneurial. Il s'agit de Monsieur Ascension Paul. Il est fondateur, mais tout de suite, on va l'accueillir et il va se présenter seul. C'est lui qui va se présenter à nous et comme ça, nous allons faire la connaissance de ce grand homme. Bienvenue, Monsieur Ascension Paul, à la web émission de Transpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonjour, Madame Renée. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de cette émission et je pense que c'est une émission qui donne de la visibilité à ceux qui travaillent dans ce pays et nous avons besoin de ça. Je vous remercie infiniment de l'invitation et je pense qu'on va faire une belle causerie. En effet, on va passer un très bon moment ensemble. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc je ne vais pas vous présenter. Donc, c'est à vous de vous présenter pour que le public puisse faire connaissance avec vous. Donc, tout de suite, je vais vous demander qui êtes-vous en tant que fondateur? Parlez de vous, Monsieur Ascension Paul. Bon, écoutez, parler de moi, c'est une très longue histoire. Ça dépend de l'angle où on peut envisager mon existence sur cette terre. Mais peut-être que je vais me circonscrire au monde professionnel et à mes activités d'entrepreneur. Donc, bon, moi, je dois vous dire que je suis de la génération 86. Donc, j'étais à l'université quand est arrivé le 7 février, donc chute de la dictature en Haïti. Donc, en tant qu'étudiant, donc j'ai milité et puis bon, j'ai eu un parcours académique et professionnel comme en dents de scie, où je fais mon parcours académique tout en faisant un parcours professionnel qui enrichit ce parcours académique et vice-versa. Donc, en tant que jeune et militant, donc j'ai commencé, enfin, à l'époque, j'étais à la faculté de droit et des sciences économiques. J'ai choisi les sciences économiques et parallèlement à mon travail de militant, je travaillais dans une ONG qui s'appelait le Groupe haïtien de recherche et d'action pédagogique. C'était une entreprise, une organisation, une ONG spécialisée en éducation et communication populaire. J'ai intégré cette organisation en tant qu'animateur d'un centre d'éducation dans les quartiers populaires, en fait, particulièrement le centre était basé à Saint-Martin. Mais on couvrait les quartiers populaires de Solino, Bel-Air, Fort-National et Saint-Martin. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes et nos actions dans ce quartier ont permis à beaucoup de jeunes de sortir de leur torpeur existentielle parce que c'était un moment extrêmement difficile et c'est des quartiers, bon, jusqu'à présent, on n'a pas résolu le problème où il y avait beaucoup de misère, il y avait beaucoup de déchéances scolaires. Donc, non seulement mon travail, c'était d'accompagner ces jeunes pour leur donner une certaine conscience politique, mais aussi de les aider à atteindre leurs objectifs académiques. Mais il arrive que beaucoup d'entre eux n'avaient pas les moyens, donc c'était un travail extrêmement difficile. Donc, j'ai commencé comme ça, très rapidement. J'ai été envoyé par cette même ONG en Amérique latine pour participer à des formations en éducation et communication populaire. Je suis rapidement devenu le coordonnateur de ce centre.
Et j'ai continué à accompagner les jeunes à un certain moment. Et puis, dans cette même organisation, donc j'ai fait une expérience en communication populaire et j'étais responsable de la section de communication. Et puis ensuite, j'ai créé toujours, évidemment, mon travail en tant que communicateur visait à capter la réalité sociale, économique et politique quotidienne de l'haïtien que je photographiais et que je filmais. Donc, je pense que je fais partie des premiers jeunes vidéastes haïtiens qui ont utilisé la vidéo légère, ce qu'on a appelé à l'époque la vidéo légère, et ça a culminé à la réalisation d'un documentaire puisque, entre-temps, j'étais devenu cofondateur du Centre pédagogique audiovisuel avec un prêtre catholique qui s'appelait René Solaire. On a créé le CPDAV, ou CPDOV en créole, et CPDAV a réalisé un documentaire qui a été primé au Festival caraïbéen et africain du film à Montréal. Je tairai le nom de ce documentaire pour plusieurs raisons, mais on a gagné un prix à Montréal, le premier prix. Donc, bon, ça a clôturé, grosso modo, mon parcours dans ce secteur d'activité. Donc, par la suite, j'ai étudié, je suis devenu, j'ai travaillé pour plusieurs ONG et puis parallèlement, j'ai fait une maîtrise à l'époque, ce qu'on appelait la gestion des établissements d'enseignement, mais qui est l'administration de l'éducation actuellement, avec un tandem d'universités, le CREFI, qui est basé à Port-au-Prince, c'est l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et par la suite, j'ai participé dans beaucoup de séminaires, dans beaucoup de formations sur les technologies. Et par la suite, j'ai fait un Master Pro troisième cycle, une formation adressée à des professionnels du milieu universitaire qui devraient développer dans leurs universités des programmes de formation à distance, ce qu'on a appelé à l'époque les FOAD, formation ouverte et à distance. C'est ce qui est devenu maintenant les programmes d'éducation à distance dans les universités, qui s'est démocratisé il y a une dizaine d'années ou plus, comme ce qu'on appelle les MOOC, donc qui permet d'héberger un très grand nombre de participants avec des moyens limités. Donc, j'ai fait cette spécialisation et par la suite, j'ai travaillé pour diverses organisations, que ce soit des ONG internationales. J'ai travaillé pour l'OMS, j'ai travaillé pour l'UNICEF, j'ai travaillé dans des projets avec la Banque mondiale, le ministère de l'Éducation. Et jusqu'en 2013, et à partir de 2011, j'ai lancé, bon, j'avais déjà une petite expérience entrepreneuriale parce que avant 2011, j'avais déjà lancé 3 ou 4 entreprises qui n'ont pas abouti, mais j'ai quand même eu le privilège de lancer une entreprise qui s'appelait Educatech. Et Educatech, c'est la première entreprise en Haïti qui voulait intégrer les technologies dans les processus éducatifs. Et c'est fort de cette expérience que j'ai dirigé dans ce projet avec le projet Éducation pour tous et la Banque mondiale, le projet Pierce, qui visait justement à intégrer les technologies dans les processus éducatifs. Et on a fait une expérimentation très intéressante sur la thématique de l'absence des enseignants en salle de classe, où on pouvait, à partir d'un téléphone cellulaire, à l'époque un BlackBerry, connaître le niveau d'absentéisme dans les écoles du département du Nord et du Nord-Est. On avait ciblé 120 écoles et j'ai dirigé ce projet pendant environ 36 mois. Et donc, après, donc j'ai lancé parallèlement mon entreprise, Formétique SA, qui était une entreprise de formation des technologies. Donc, le nom le dit bien, Formétique, formation, éducation et technologie de l'information et de la communication. Et qui, bon, comme j'étais déjà dans le Nord, le projet que j'ai dirigé, c'était dans le Nord et le Nord-Est. Je voulais développer cette entreprise dans le Nord, mais le Nord n'était pas prêt à cela.
Mais heureusement, j'ai eu à collaborer avec le GRAN, le groupe de haïtiens créé par Samuel Pierre. Il y a beaucoup de choses que j'avais prévu de faire dans cette entreprise qui ont été partagées, mutualisées et le GRAN a pu réaliser le rêve que j'avais pour le Nord en montant le, le premier euh, pôle, enfin, la Cité du Savoir est le premier pôle d'innovation du Grand Nord. Et derrière tout ça, il y a l'ISTEA, l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, qui est la plus grande université du pays. En fait, qui est en réalité un pilier dans ce que nous pouvons appeler, qui est nécessaire pour le développement de n'importe quel pays, une structure de haut savoir. Parce que il faut comprendre qu'il est impossible de développer nos pays s'il n'existe pas des structures de haut savoir. Et les structures de haut savoir, c'est des universités qui offrent une formation universitaire sur tous les niveaux, de la licence aux études postdoctorales, et dès que vous dites postdoctorat, donc c'est des centres de recherche et des structures de recherche qui sont liées au monde professionnel et au monde entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'on a créé le PIGRAN. Parce qu'en fait, le PIGRAN, le rêve du PIGRAN, et Samuel Pierre, qui est l'initiateur de ce projet, a dit que s'il a fallu à Henri Christophe 20 000 hommes pour construire la citadelle, nous avons le devoir aujourd'hui de construire une citadelle du savoir pour développer ce pays et créer un maillage entrepreneurial qui pourra nous permettre de créer 20 entreprises, 200 entreprises créatrices d'au moins 20 000 emplois. Donc, c'est ça le rêve. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce projet parce que c'était une extension de la vision que j'avais d'informatique. Bon, par la suite, j'ai quitté, bon, en quelque sorte, l'éducation comme je le faisais avant, même si je peux considérer via ça, quand on aura entré dans les détails, comme une entreprise qui fait de l'éducation aussi. Donc, j'ai décidé en 2013 de créer Paul Agribusiness and Culinary parce que, en fait, pendant mon travail dans le département du Nord et du Nord-Est, en fait, déjà avant, parce que j'ai travaillé pour le projet EPT en 2007. Ensuite, je suis retourné en 2011. Déjà, j'ai beaucoup travaillé dans le plateau central et j'ai eu le bonheur, avant le tremblement de terre, d'évaluer le projet EPT dans le département du centre. Et j'ai eu le plaisir de connaître ce département il y a 5 départements comme ça que je connais dans leur commune et leur section communale. Donc, c'est le plateau central, l'Artibonite et les 3 départements du Nord, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest. Et pendant mon travail dans le département du centre, avant le tremblement de terre, j'ai fait une expérience qui m'a montré que Haïti a beaucoup de choses à tirer de sa position géographique et de notre capacité de produire des biens à partir de l'agriculture. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette entreprise qui devrait être une entreprise de production et de transformation de tout ce qui vient de la terre. Donc, Paul Agribusiness était une société en nom collectif. Et Paul Agribusiness a existé pendant 10 ans, de janvier 2013 à janvier 2023. Et entre-temps, peut-être quand je parlerai des difficultés, j'aurai à évoquer ça. J'ai créé les villages apicoles Horizon SA, mais avant, c'était pas les villages apicoles Horizon SA, c'était les parcs mellifères Horizon SA. Et donc, c'est tout un certain concours de circonstances qui nous a amenés à faire les villages apicoles. Et les villages apicoles Horizon SA, c'est pas un nom qui a été choisi par hasard, c'est un nom qu'on a choisi
parce qu'on voulait être en harmonie avec les dynamiques qui se développent maintenant dans le domaine de l'environnement, où on propose que les villes et les villages soient faits en harmonie avec la nature. Donc, et c'est pour ça, Viasa travaille dans 4 grands domaines euh, d'activité. Nous sommes dans le développement apicole, l'économie verte, la restauration des écosystèmes et les solutions fondées sur la nature. Donc, Viasa a été créé en 2017. Mais bon, c'est une période, évidemment, avec les retards administratifs que nous avons, on a pu finalement être publié dans le Moniteur qu'en mars 2019. Mais nous avons commencé nos opérations depuis 2017. Et voilà. Donc, parcours académique, parcours comme entrepreneuriat. Et là, j'ai créé via ça avec 2 autres actionnaires. Et depuis lors, plusieurs autres actionnaires nous ont rejoints parce que nous sommes toujours une entreprise avec un actionnariat ouvert. Et jusqu'à présent, nous cherchons de nouveaux actionnaires pour nous aider à financer nos activités de terrain. Voilà. C'est comme ça que je peux me présenter. Merci, Monsieur Paul. Donc, parcours vraiment intéressant. En passant, je vous félicite pour ce très beau parcours et un parcours chargé parce que vous avez commencé assez tôt. Félicitations. Donc là, maintenant, effectivement, vous nous avez parlé de Viasa, les villages apicoles Horizon SA, et qui s'établit sur 4 segments, comme vous venez de le dire, le développement apicole, l'économie verte, la restauration des écosystèmes et solutions fondées sur la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 4 segments? En fait, pour mieux parler de ces 4 segments, je dois parler de Viasa même. Viasa, c'est une entreprise de filière, une entreprise de la filière apicole. Nous, à Viasa, ce que nous croyons fortement, que l'apiculture, de par sa transversalité, c'est un secteur d'activité qui pourra permettre à Haïti de recouvrer ou de reconquérir cette 3 souverainetés perdues. Tout Haïtien peut le reconnaître maintenant. Nous avons perdu notre souveraineté écologique et environnementale. Quand Christophe Colomb a découvert ce pays, pourquoi il a dit « quelle merveille » Parce que c'était un pays extraordinaire, qui était rempli de... Quand on a vu le premier rapport que Christophe Colomb a fait au 14 mars 1493 au Seigneur Sanchez, Christophe Colomb a dit que c'était un pays très boisé, un pays où il y avait beaucoup d'eau et un pays où on pouvait planter n'importe quoi. Donc, et aujourd'hui, quand on regarde la situation environnementale du pays, c'est une situation catastrophique. Donc, et l'apiculture, et Christophe Colomb aussi dans son rapport, il a parlé qu'il a vu différentes variétés de miel dans ce pays. Donc, et vous savez que les abeilles, elles prolifèrent que dans des environnements où il y a du nectar et des pollens. Donc, les abeilles ont besoin d'environnement boisé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'apiculture peut nous permettre de recouvrer notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. J'insiste sur cela parce que quand vous plantez n'importe quoi, ça produit de la nourriture. Est-ce que vous savez que les abeilles contribuent pour 75 à 80% de tout ce que vous mangez chaque jour? S'il n'y avait pas les abeilles, vous n'aurez pas ces choses-là. Parce que les abeilles sont les top des agents de pollinisation. Et c'est pour cela, justement, que même dans les pays développés, il y a des gens qui offrent des services de pollinisation
et ils font de la transhumance en transportant d'un lieu à l'autre leur colonie d'abeilles pour polliniser des champs, que ça soit des arbres, que ça soit d'autres cultures. Donc, c'est pour vous montrer l'importance. Donc, dès que vous avez les abeilles vont permettre de produire de la nourriture. Non seulement les abeilles permettent de produire de la nourriture, qui vont permettre aux gens de se nourrir, donc on résout le problème de l'alimentaire, mais aussi l'abeille produit le meilleur alicament qui soit, qui est le miel. Et les produits de la ruche sont réputés, par exemple, si on prend l'alliance miel-pollen frais, c'est un produit qui donne de la longévité. Si nous voulons que notre population vive plus longtemps, donc nous pouvons les nourrir avec du miel et du pollen frais. En parlant de ça, il y a une étude qui a été menée dans les anciennes républiques soviétiques et socialistes, et on a remarqué que les apiculteurs étaient la catégorie professionnelle où les gens vivaient plus longtemps. Vous savez la moyenne d'âge des apiculteurs dans ces pays-là à l'époque? 124 ans. Donc, ce qui veut dire non seulement le miel est un bactéricide, le miel est un immunogène, renforce l'immunité, mais c'est un produit qui peut nous aider à non seulement à être en bonne santé, d'accord? Et moi, j'en suis la preuve. Je fais mes petits check-up de temps en temps, mais je suis en bonne forme parce que je suis un consommateur raisonnable de miel et des produits de la ruche, en tant justement qu'acteur du monde apicole. Donc, vous pouvez, et nous sommes en train de travailler là pour faire comprendre à l'État haïtien, au programme d'alimentation dans les écoles, qu'il ne s'agit pas de donner beaucoup de nourriture aux enfants, mais qu'il faut leur donner de la bonne nourriture. Donc, nous encourageons à ces gens-là de donner une certaine quantité de miel par jour aux enfants pour les aider, non seulement à être en bonne santé, mais à trouver tous les... Vous savez, une cuillère de miel, 30 grammes, donne tous les... non seulement les vitamines, mais les oligo-éléments nécessaires à la vie. Et dans ce sens, je peux vous raconter aussi une expérience d'un révolutionnaire cubain qui a fait les 3 révolutions. Il a expliqué que quand il ne trouvait pas de la nourriture dans les mondes, il consommait du miel. Et c'est le miel qui les aidait à rester en vie. Donc, un humain peut se nourrir seulement de miel et rester en vie. Donc, avec ça, on peut résoudre les problèmes nutritionnels et aussi, et par ricochet, des problèmes de santé. La troisième activité, c'est de nous permettre de recouvrer notre souveraineté économique parce que, évidemment, dès qu'il y a plus, vous pouvez produire plus de nourriture, d'accord? Donc, ça va produire, vous allez faire plus d'affaires. Donc, ça va remembrer l'économie et ça va aider les gens dans les communautés de faire des opérations financières et ça va booster l'économie en général. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir les 3 choses fondamentales. Donc, maintenant, étant donné ceci, nous pensons que, parce que l'apiculture, évidemment, on a fait le constat, le bilan est catastrophique. L'apiculture est un métier qui est réservé aujourd'hui en Haïti aux gens pauvres des campagnes et qui en plus sont analphabètes et qui en plus sont âgés. C'est 70% de ceux qui pratiquent l'apiculture ont plus de 50 ans. Et c'est des gens qui n'ont ni éducation, qui n'ont étudié l'apiculture. C'est passé de génération en génération. C'est mon grand-père qui m'a formé mon père et mon père m'a formé. C'est ce qui se passe en apiculture. Nous, à Viasa, en 2018, avec l'aide d'Oxfam et du projet de reboisement de l'USAID, avec Chemonix, nous avons réalisé un ensemble d'études sur l'apiculture qui nous ont donné des informations essentielles pour élaborer un
programme de modernisation de l'apiculture dans le Nord et le Nord-Est spécifiquement. Et justement, à partir de ce programme, nous avons pu former 300 apiculteurs dans le Nord et le Nord-Est. Et nous misons sur les jeunes apiculteurs, les jeunes qui ont fait l'université et qui sont fils de paysans, qui sont prêts à retourner en milieu rural. Parce que pour moderniser la filière, il faut la rajeunir. Et c'est ce travail, justement, que, via ça, nous faisons dans le cadre du développement apicole. Et pour pouvoir faire atterrir tout ça, nous avons créé à Limonade une ferme apicole qui est, en réalité, un centre de concentration de ressources apicoles où nous comptons un centre de formation pouvant accueillir jusqu'à 40 participants par session de formation. Nous avons des dortoirs pour accueillir les gens parce que nous avons formé des gens de tout le pays depuis 2021. Les gens viennent de Jérémie, de la Grand'Anse, du Sud, de Petit-Goâve, du Sud-Est, du Plateau central, du Nord-Ouest, de l'Artibonite, de partout en Haïti pour être formés à Viassa. Donc, nous avons un centre d'hébergement. Nous avons aussi à Viassa le début d'une miellerie moderne. Nous avons le seul rucher moderne modèle dans le Grand Nord et nous avons un grand atelier de fabrication de ruches modernes. Sans ces choses-là, il est impossible de moderniser la filière. Et en plus, nous vendons des matériels apicoles. Tout ça, c'est dans le développement apicole. Pour permettre à l'apiculture de se développer, il faut former les gens, il faut mettre à leur disposition les outils modernes pour qu'ils puissent non seulement produire plus, mais aussi permettre à cette filière d'être une filière importante dans l'économie. C'est une filière qui peut générer, si on le fait dans de bonnes conditions, qui peut générer jusqu'à 1 milliard de dollars américains l'an. Parce que Haïti se situe dans une position géographique dans le monde qui lui permet de produire du miel toute l'année. D'accord? Actuellement, nous sommes à 3, dans certaines zones peut-être 4, mais entre 2 et 4 récoltes de miel par an. Mais est-ce que vous savez que nous pouvons produire du miel toutes les 6 semaines? Il suffit de créer les conditions. Et c'est pour cela justement que nous sommes en train de travailler. Et maintenant, en travaillant à ce développement apicole, et pendant la formation aussi, c'est une formation, parce que via ça, on ne fait pas que de la formation pour la formation ou que de la formation en apiculture. Nous formons des entrepreneurs apicoles. Pendant la formation aussi, les gens, ils sont formés sur l'économie apicole et sur la manière d'organiser leur entreprise pour prospérer. Et c'est pour cela que Viassa est une vitrine et nous faisons beaucoup de choses. Nous produisons beaucoup de choses. Nous avons différents volets de production. Non seulement nous faisons du miel, nous faisons des miels aromatisés, nous transformons le miel en hydromel, nous faisons des médicaments avec le miel, nous faisons des poudres médicinales, nous développons des jardins aromatiques, de plantes médicinales, et nous faisons des produits avec les plantes médicinales pour montrer à l'apiculteur, si vous produisez ces choses-là non seulement sont bonnes pour les abeilles, mais vous aussi, vous pouvez les transformer et créer justement de nouvelles filières, de nouvelles branches, de nouveaux produits pour pouvoir faire de l'argent. C'est pas que le miel, mais il y a, non seulement, si vous décidez de rester apiculteur, il y a plein d'opportunités. Donc, vous pouvez décider de vous spécialiser dans plein de choses, mais aussi, pour ce qui est à côté de l'apiculture, les secteurs connexes, d'accord, vous pouvez faire, et c'est pour ça justement qu'on a proposé cette voie-là sur la bioéconomie, montrer aux gens qu'ils peuvent transformer tout ce que la nature donne.
La troisième chose, c'est justement la restauration des écosystèmes. Vous savez, Haïti est un pays, dommage que dans nos livres, à l'école, on ne nous apprend pas ça, mais Haïti, c'est un pays qui occupe une position unique dans le monde. Euh, non seulement par rapport à notre histoire, mais surtout par rapport à notre position géographique. Haïti, si on prend seulement, on l'envisage seulement sur l'angle de la botanique, Ekman, ce botaniste suédois qui a eu l'opportunité d'étudier la botanique d'Haïti et en fait de l'île d'Haïti et de Cuba, à la fin de ses recherches, eut à dire que Haïti était en quelque sorte la mère de la botanique dans toute l'Amérique. Et vous allez voir, si vous avez la possibilité, bon, vous pouvez aller sur Google et vous dites point chaud de la biodiversité dans le monde. Vous allez voir que les 8 ou 9 premiers points chauds de biodiversité dans le monde se trouvent en Amérique. Et Haïti, avec la Caraïbe, ce qui compte les Bahamas, l'archipel des Bahamas qui compte 1200 îles, Cuba, Haïti, Jamaïque et puis les autres îles, c'est le troisième point chaud de biodiversité dans le monde. Ce qui veut dire, c'est l'endroit dans le monde que vous pouvez rencontrer le plus de biodiversité, non seulement végétale, mais animale et marine. Et Haïti a, selon les botanistes américains, plus de 5600 espèces de plantes endémiques. Ce qui veut dire, ce sont des plantes originaires de cette partie du monde. Et au moment où je vous parle, ces plantes n'ont pas encore été étudiées. Donc, on ne connaît pas les capacités de ces plantes. Et c'est pour cela, justement, que nous travaillons. Parce que, pourquoi le miel Manuka, le miel d'Australie coûte cher? C'est parce que les gens considèrent le Manuka comme une plante extraordinaire. Pourquoi ce miel du Népal, qui est aphrodisiaque et qui est comme un Valium, coûte tellement cher? Parce que ça guérit un certain nombre de maladies, parce qu'on a fait des études sur cette plante, on a vu ça. Peut-être que nous avons des plantes en Haïti que nous ne connaissons pas. Et c'est pour cela que l'un des objectifs de Viasa, c'est de développer des terroirs apicoles et de pouvoir produire des miels comme on produit des vins en France, par exemple. Quand on produit un Bordeaux, on sait que c'est fait à partir d'une vigne très spéciale, ou bien quand on fait du champagne, on sait que c'est fait à partir de raisins spéciaux, d'accord? Et dans des conditions particulières. Non, c'est à ce niveau-là qu'on veut amener le métier. C'est pour ça qu'on a créé une entreprise de filière et on s'investit dans tous les segments, dans tous les paliers, dans tous les échelons de cette filière, afin par la suite de construire une grande chaîne de valeur, mais ça va passer nécessairement par la mise en place d'un cluster, d'un pôle de compétitivité qui implique différents niveaux d'acteurs. Et via ça, justement, est en train de faire un grand travail de mobilisation, de motivation, et nous recherchons aussi du financement et de la collaboration auprès des universités, auprès des investisseurs pour pouvoir aller dans ce sens parce que malheureusement, jusqu'à présent, l'État haïtien n'a jamais rien fait sur l'apiculture. Vous savez que Haïti est le seul pays dans la région et peut-être même dans le monde qui n'a pas une loi sur l'apiculture. On n'a qu'un paragraphe dans le Code rural François Duvalier de 1964. Donc, alors que c'est une filière que je peux vous dire, dans les conditions actuelles, qui peut nous rapporter près de milliards de dollars américains par an. Voilà. Je ne sais pas si j'ai trop dit. Oui, je vous écoutais, donc je suis en train d'apprendre et je suis assez surprise de ce que vous nous informez. Et j'allais vous poser une question, mais vous avez répondu à savoir l'impact positif de Viasa. Et je vois ce beau impact, à savoir la formation des jeunes. C'est quand même les faire prendre conscience qu'il existe des façons pour qu'ils soient des entrepreneurs avec la nature. C'est très bien, Monsieur Paul. Donc là, maintenant, avec toutes ces belles idées-là, est-ce que tout au long de votre parcours entrepreneurial, surtout avec Viasa, vous n'avez pas rencontré des difficultés?
Et si oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Ah, bien sûr, ce sont les difficultés qui m'ont amené là. Laissez-moi vous dire, quand j'étais encore avec Pâques, quand j'ai rencontré un jeune entrepreneur haïtien qui m'a proposé de s'associer avec lui, et nous avons créé une entreprise qui s'appelle Sopotmif, où on produisait de l'hydromel, le vin de miel. Et, oh bon Dieu, j'ai essuyé toutes sortes de choses. J'ai mis toutes mes ressources et les ressources de ma famille pour monter cette entreprise. Je me suis démerdé partout pour trouver de l'argent. Et jusqu'à présent, je suis endetté auprès du FDI pour cette entreprise. L'accord avec cet entrepreneur, l'accord qu'il a signé avec le ministère du Commerce à l'époque, parce qu'on devrait bénéficier du programme PSME, c'était de partager le secret de fabrication avec son associé. Et le mec, il a refusé. Quand il devrait produire, il est venu, il a fermé sa porte et a commencé à produire. Et là, ce jour-là, c'était le 9 juillet 2016, je crois. J'ai dit que, OK, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai pris une résolution tout de suite. Mais comme on avait cette entreprise ensemble, je commençais à faire des recherches pour savoir comment on fait bons hydromel. Et comme moi-même, j'ai étudié en Europe, donc j'ai fait des contacts et puis je suis devenu membre. Avant même de savoir fabriquer l'hydromel, j'étais déjà membre de l'Association des hydroméliers d'Europe. OK? Donc, c'est la plus grande association d'hydroméliers au monde. Et puis, donc, je me suis fait des amis et j'ai rencontré un mec qui gagnait tous les prix et qui était quelqu'un vraiment de très ouvert. C'était un Ukrainien. C'est un mec qui est tellement associé à l'hydromel qu'on l'appelle, il s'appelle Vitali, mais on l'appelle Vitali Mead. Vous savez, Mead, c'est le nom de l'hydromel en anglais. Pour dire vin de miel en anglais, on dit Mead. Donc, on l'appelle Vitali Mead. En passant, ce gars, il a perdu son hydromellerie et sa cidrerie pendant les bombardements russes dans son pays, pendant la guerre en Ukraine. Donc, et j'ai parlé à Vitali et puis Vitali m'a dit, écoute, viens en Ukraine. Et je suis allé le voir. Il m'a formé pendant 15 jours. Et je dois vous dire, entre-temps, j'avais fait une formation, j'étais pas apiculteur, j'ai fait une formation d'apiculture avec une école anglaise à distance. Et j'étais passionné justement par l'apiculture naturelle, natural beekeeping. Parce que, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand vous faites de l'apiculture non pas essentiellement pour récolter le miel. Le miel, c'est un petit bénéfice que vous avez, mais on fait de l'apiculture pour protéger les abeilles, pour protéger l'environnement, okay, pour protéger la vie humaine. Parce que si les abeilles disparaissent, on ne peut pas avoir de pollinisation. On va avoir de nourriture. Donc, ce sera la disparition de l'humanité. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas les abeilles. Mais à cette époque-là, Dieu avait créé les choses de telle manière que la nature pouvait se contenter d'elle-même. Mais c'est pour ça que la nature telle que nous la connaissons actuellement existe depuis 150 millions d'années. Mais les abeilles sont là depuis 100 millions d'années. Dieu a décidé à un certain moment de créer les abeilles justement pour permettre la pollinisation. Donc, si les abeilles disparaissent, donc c'est la fin de la pollinisation. D'accord? Donc, on est là pour ça. Donc, étant donné que j'étais intéressé par ça, donc cette école anglaise m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai été voir Vitali et il m'a montré toutes les formes, toutes les manières possibles de faire de l'hydromel. Je suis revenu en Haïti et comme j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience et j'ai utilisé les armes que j'avais. Et première difficulté, quand quand j'ai été acheter du miel et du jus d'orange amer, des choses comme ça pour pouvoir faire mon hydromel. Et puis, le premier hydromel que j'ai fait n'a pas réussi. J'ai cherché à savoir pourquoi.
C'est alors que j'ai compris, justement, qu'il y avait beaucoup de miel falsifié. Et Madame René, je peux vous le dire que, vous savez, 90% des miels que vous voyez dans les supermarchés sont des miels falsifiés. Ce ne sont pas de vrais miels. Et c'est à cela, justement, que nous travaillons. Je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas nous aimer pour ça, mais non. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, par rapport à ce que le miel peut faire pour la santé, si c'est pas du bon miel, madame, je regrette. Vous n'allez pas avoir une bonne santé. Parce qu'on peut mettre toutes sortes, si vous me permettez l'expression, je ne veux pas être vulgaire, on peut mettre toutes sortes de merde dans le miel. Et ce sera, et les législations, même les législations des grands pays, ne protègent pas le miel. Parce que vous savez, la législation américaine reconnaît comme miel tout produit qui a 10% de miel. Ce qui veut dire, vous pouvez mettre du sirop de maïs, vous pouvez mettre de la gélatine, vous pouvez mélanger avec toutes sortes de choses. Et vous voyez ça dans les supermarchés, c'est bien clair. D'ailleurs, le bon miel se cristallise nécessairement. Alors qu'en Haïti, justement, par rapport à l'éducation, les gens, quand ils voient un miel cristallisé, ils vous disent que c'est un mauvais miel, qu'on a mis du sucre là-dedans. Alors que si vous arrivez à l'étranger, vous arrivez en Europe, en Argentine, d'accord, les gens, c'est du miel cristallisé qu'ils consomment parce que le miel est comme ça. Parce que le miel, tous les miels à 14 degrés centigrades se cristallisent. Vous voyez? Donc, maintenant, face à cette difficulté, j'ai dit que je dois trouver un protocole pour identifier de bons miels. Et via ça, on est arrivé à mettre en place ce protocole. Donc, vous voyez, j'ai commencé dans l'hydromel, pas dans le miel avant. Quand j'ai pu mettre en place ce protocole, je me suis dit, eh bien, autant faire profiter la communauté, autant faire profiter les gens. Et on est entré dans la commercialisation du miel. Et c'est pour ça qu'on dit via ça que nous produisons le miel autrement bon. Si vous voulez avoir du miel de qualité, il faut acheter miel du roi, il faut acheter le miel Christophia que nous produisons dans nos fermes et il faut acheter les produits du miel que nous faisons parce que vous avez la garantie que c'est du bon miel. Donc, j'ai du mal. Ensuite, il y a eu d'autres difficultés. Avant même ça, j'ai commencé miel du roi avec les miels produits puisque je ne produisais pas de miel, avec les miels produits par les apiculteurs. Et j'avais un bel emballage, un beau nom, miel du roi, une belle étiquette, un branding presque parfait. Et il y a des gens qui ont remarqué ça. J'étais à une réunion à la BRH et puis il y a quelqu'un qui m'a abordé, qui m'a dit que on était intéressé par votre miel, donc il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Effectivement, moins d'une semaine après, cette personne a pris contact avec moi. Il m'a dit que, écoutez, je veux vous rencontrer. J'ai apporté mes produits. Il était impressionné. Il me dit que je veux votre miel en France. Et là, au moment où je vous parle, je suis en train de communiquer avec des gens. Ils veulent 113 000 livres de miel chaque 3 mois. Wow. Ce qui nous aurait fait sur une année des ventes pour 1,2 million de dollars américains. Il m'a dit, envoyez-moi des spécimens et puis nous, on va boucler nos achats. J'ai envoyé les spécimens et 1 mois après, la nouvelle est tombée. On m'appelle pour me dire que le miel, c'est vrai, c'est du miel, mais c'est un mauvais miel parce qu'il y avait trop de fumée. Donc, voilà l'autre raison pour laquelle je me bats dans Viasa, c'est de former les apiculteurs, c'est de les encadrer pour qu'ils puissent produire un miel de qualité. Quand vous récoltez le miel, vous n'avez pas à récolter le miel avec la fumée. Les apiculteurs, ils récoltent le miel et dans la boîte à couvain et dans la hausse. D'accord? Ce sont des pratiques que nous décourageons. Ce sont des pratiques qui ne sont pas des pratiques saines. Là, quand vous faites ça, vous êtes loin de miel de qualité. Donc, il y a plein de choses. Il y a la question de formation, la question de la qualité, la question de l'innocuité. Et c'est pour ça justement que nous avons organisé en 2021 aussi, et nous allons le faire cette année, des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène apicole, ce que vous devez respecter quand vous avez un rucher. Vous ne pouvez pas placer un rucher près
d'une station d'élevage où vous avez vos cabris, vos moutons. J'ai vu des apiculteurs, ils avaient beaucoup d'espace, ils avaient beaucoup d'abeilles, mais les abeilles étaient avec les chevaux, les abeilles étaient avec les vaches. Non, on ne fait pas de l'apiculture comme ça. Donc, c'est ça, on essaie à la fois de moraliser la filière, de faire en sorte que les gens produisent un miel de qualité et toutes sortes de choses. Et ça, c'est vraiment un long combat et nous continuons à nous battre à cette difficulté. Et puis aussi, il y a l'éducation du public parce que on doit faire face chaque jour via ça à des gens qui disent ah pourquoi le miel fait ci, pourquoi le miel fait là, fait ça, etc. Et on doit expliquer aux gens justement pourquoi le miel a ces comportements. Donc c'est tout un combat donc pour nous via ça. En effet, Monsieur Paul, effectivement, c'est tout un combat avec les difficultés que vous rencontrez, mais c'est sûr que vous allez vous en sortir parce que vous savez, c'est comme vous ne connaissez pas certaines choses, mais quand même avec les informations que vous avez, vous allez vous en sortir pour bien mener ce combat. Mais en dépit de cela, est-ce que vous pouvez partager avec nous des histoires à succès de Viassa jusqu'à présent, vu que Viassa a commencé en 2017, si je ne me trompe. Donc, est-ce que en 2024, vous pouvez nous partager des histoires de succès dont vous êtes fiers à Viassa? Ah oui, Viassa, écoutez, tout mon parcours entrepreneurial est émaillé de succès. Viassa, c'est la première entreprise du miel de ce pays. C'est la première entreprise de filière de ce pays. C'est une entreprise qui est très appréciée. Tous nos produits sont extrêmement appréciés et nous avons beaucoup de clients intéressants. On travaille avec toutes les organisations sérieuses qui sont intéressées au développement apicole. Nous avons signé des contrats de subvention et puis des contrats de services. Et via ça, travaille avec différentes organisations, associations dans la diaspora pour former des jeunes en Haïti. Nous avons créé un modèle et un mouvement, je peux dire plutôt, que nous appelons Jeunesse Apicole et nous encourageons les gens de la diaspora parce que, écoutez, on a déjà à peu près 840 000 personnes qui ont appliqué pour le programme Biden aux États-Unis. Et c'est 7% de la population haïtienne, selon les dernières statistiques. Mais un pays ne meurt pas. Il y aura toujours des gens qui voudront rester au pays et il faut donner de l'espoir aux jeunes. Il faut donner aussi des opportunités et des perspectives aux jeunes. Et nous sommes en train de créer cela. Et c'est pour cela que nous travaillons depuis quelques années avec toutes sortes de gens. Des individus nous appellent, ils disent que je veux former un parent. Il y a des gens qui disent que on vous envoie de l'argent pour former des gens. On vous envoie de l'argent pour acheter une boîte, pour faire une boîte, je veux avoir une colonie. Il y a des gens qui ont acheté 2 colonies chez nous et qui décident de le garder dans notre ferme à nous, etc. Donc, et on est sollicité de toutes parts par des organisations internationales, des ONG internationales, des privés, des organisations haïtiennes et des particuliers. Les gens nous font confiance. Ils savent que quand ils achètent un matériel, que ce soit une ruche. D'ailleurs, ce que nous avons fait à Viassa, nous sommes la première entreprise à proposer des ruches modernes avec une durée de vie de 25 ans et une garantie de 5 ans. Si vous achetez une ruche, je pense qu'on est la seule organisation à proposer ça en Haïti et même dans le monde, parce que les gens, ils font du business. Parce que nous, on fait de l'apiculture. On ne fait pas de l'apiculture que pour faire de l'argent. D'ailleurs, on le dit, on est une entreprise, c'est vrai qu'on est une entreprise capitaliste, mais on est aussi une entreprise sociale parce qu'on s'investit dans le social.
Si on vend une ruche à quelqu'un, et puis après quelque temps, la ruche a une difficulté, apportez votre ruche à Viasa. On va la réparer ou on va vous donner une autre ruche. Nous sommes la seule organisation pour ça. Pourquoi nous faisons cela, madame? Eh bien, c'est parce que nous savons que quand l'apiculteur il va produire son miel, quand il aura fini de produire son miel, il va avoir besoin de vendre son miel. Nous, on est prêt à acheter ce miel. Et l'apiculteur, il a cette garantie, c'est que, parce que jusqu'à présent, on est habitué en Haïti où les gens, ils gardent leur miel pendant 2 ans, 3 ans sous leur lit. Ils considèrent le miel comme le cochon créole. Tu vois? Donc, c'est quand c'est nécessaire qu'ils vendent. Mais c'est des pratiques qui sont pas correctes parce que un miel qui reste dans des températures élevées pendant longtemps et dans des récipients qui sont pas adaptés, c'est un miel qui va se détériorer. Et pourquoi l'apiculteur il fait cela? C'est parce qu'il sait qu'il va pas vendre son miel ou bien qu'il n'a pas une organisation sérieuse qui peut, parce que, en fait, l'apiculteur il aurait pu apporter son miel à Viasa. Nous vendons ce miel et puis s'il a un projet, par exemple, de faire une maison, d'acheter une moto, il nous dit, OK, gardez l'argent pour moi. Donc, on veut établir justement cette relation de confiance avec l'apiculteur. Il peut venir produire son miel. Il dit, je n'ai pas besoin de l'argent tout de suite. Je veux l'avoir dans 2 ans. Je veux l'avoir dans 6 mois. Je veux l'avoir dans 1 an. Mais je vous donne mon miel et vous le gardez au lieu de le garder sous son lit. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Viasa est devenu la plaque tournante. Et madame, je dois vous dire, c'est vrai que nous avons créé Viasa dans le Nord, mais dès qu'on a créé Viasa, il faut que je vous raconte très rapidement que l'histoire, on a eu l'idée de créer Viasa de cette manière après Mathieu. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu une étude sur le verdissement de l'économie dans le Sud, avec le PNUE, juste après j'ai lu cette étude de bout en bout et j'ai vu qu'on a dit que l'une des filières qui pourrait aider le Sud à se relever, c'est la filière apicole. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que Viasa, c'est une entreprise qui a été créée dans le Nord pour le Sud. D'accord? Mais on a un partenariat avec beaucoup d'apiculteurs dans le Sud et c'est pour ça que nous formons les gens dans le Sud. Et Viasa, on a pris une décision aussi de créer en dehors de l'État haïtien ce qu'on appelle un comité de relance de l'apiculture en Haïti. Et on a fait une division du territoire en 3 grandes zones géographiques. Le Grand Nord, qui comprend les départements du Nord, le Haut-Artibonite, le Haut-Plateau central, le Grand Centre, qui comprend le Bas-Artibonite, le Bas-Plateau, et une partie du Sud-Est et une partie de l'Ouest, et puis le Grand Sud, le reste de l'Ouest et du Sud-Est, et puis le Sud, Nip et Grand'Anse. D'accord? Donc, et nous sommes 5 organisations à opérer dans ces 3 grandes régions et qui travaillent ensemble. Donc, ça, c'est une histoire extraordinaire qui ne s'est passée dans aucun pays au monde. Que 5 personnes comme les 5 doigts de la main se mettent ensemble et décident de créer une filière. Et madame, vous savez, ça me rappelle l'histoire des États-Unis. Vous savez que les États-Unis modernes que nous avons là a été construit par 5 grandes familles. D'accord? D'ailleurs, il y a un documentaire sur cela qui parle des hommes qui ont construit l'Amérique moderne. D'accord? Donc, c'est Vanderbilt, c'est Rockefeller, c'est Ford, c'est JP Morgan et c'est Carnegie. 5 hommes qui ont construit l'Amérique moderne. Et c'est connu, c'est une histoire connue. Donc, on est en train de rééditer exactement la même chose en Haïti. Donc, je ne peux pas vous cacher, Viasa est une entreprise qui est très appréciée et nos interventions, nous venons de participer à une conférence à Miami avec l'USAID et le concept de Viasa est extrêmement apprécié. Il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de partenaires qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc, c'est une vision vraiment très moderne, très aérée et qui donne une belle perspective et qui est une fierté pour Haïti. Félicitations, Monsieur Paul. Je suis vraiment fière qu'on ait en Haïti cette grande entreprise et je vous souhaite du succès. Ne lâchez pas, car comme vous venez de le mentionner, donc c'est tout un combat, mais c'est sûr que vous arriverez à bout port. Mais il y a quelque chose que vous venez de dire concernant le miel. Est-ce que vous faites affaire avec des supermarchés ou bien des particuliers, par exemple, quelqu'un qui veut avoir du miel de Viasa, comment il peut se le procurer? Bon, en fait,
avant la crise, on fournissait notre miel à tous les grands supermarchés de Port-au-Prince. Donc, on a participé 2 fois à la foire consommée locale. Donc, les bons consommateurs de miel, les gens qui sont prêts à payer un miel de qualité, ce qui veut dire les gens qui travaillent dans les organisations internationales, euh, les, euh, les gens de la bourgeoisie, de la classe moyenne, qui sont prêts à payer un miel de qualité parce que de toute façon, est-ce que vous savez qu'Haïti importe du miel? Ah oui? Haïti, oui. Haïti importe pour 240 tonnes métriques de miel chaque année, ce qui représente 1 345 000 $ américains. Et 75% de ce miel vient de la République dominicaine. Et c'est du miel de mauvaise qualité. Oui. 75%. 2% vient de la France, 15% du Mexique, et on a du miel qui vient même des États-Unis, dans nos supermarchés. Parce que justement, les gens, ils ne peuvent pas trouver de beaux branding, de belles marques, de belles bouteilles. Il n'y a que Viasa qui offre cela. En Haïti, les gens, ils sont en confiance quand ils voient nos emballages et achètent nos miels. Mais avec la crise, on ne peut pas apporter le miel sur Port-au-Prince, qui est notre plus grand marché. Vous savez, bon, 70% de l'économie haïtienne se passe à Port-au-Prince. Donc, on continue dans le nord. Et en fait, nous, on est, en fait, l'Haïtien a une manière de dire ça. L'Haïtien, pour dire qu'il n'aime pas quelque chose, il vous dit qu'il est raciste. D'accord, par rapport à ça. On n'aime pas que notre miel se vende n'importe où. D'accord? C'est pour cela que on n'a pas un très grand réseau de distribution dans le Nord. On préfère que les gens viennent chez nous à Limonade pour acheter leur miel. Comme ça, le miel est conservé dans les conditions optimales et la personne, maintenant, il achète un miel en toute confiance. Et c'est ce que, justement, nous souhaitons à chaque fois que le client soit en confiance. Donc, mais maintenant, je dois vous dire que on est en pleine enfin, la saison apicole commence théoriquement en janvier, mais après, il y a une période de soudure. Là, on va reprendre, puisque nous prenons 2 mois pour traiter nos miels. Donc, nos miels commenceront à retourner sur le marché à partir du mois d'avril. Là, nous sommes en train de rentrer du miel pour les traiter. Quand nous disons traiter le miel, c'est pas que nous n'opérons aucun traitement chimique, d'accord? C'est parce que, justement, il y a des conditions pour que le miel soit mis en bouteille et aille vers le public. Les gens, ils pensent que il faut seulement filtrer le miel dans n'importe quoi et puis tout de suite le miel est prêt. Non, nous, on croit pas ça. Nous, on attend que le miel se décante. D'accord? Et on utilise la méthodologie de la triple filtration et de la double décantation. Et ça prend 2 sessions de 3 semaines, de 4 semaines. Donc, et ça nous prend, donc, nous avons besoin de 2 mois euh, pour faire en sorte que notre miel passe de l'apiculteur au consommateur. Mais c'est bien, par exemple, si on est à l'étranger, par exemple, moi, j'aurais besoin d'une bouteille de miel de Viasa. Comment je pourrais en procurer? Bon, là, on est en train, cette conférence de Miami nous a permis, enfin, on a essayé plusieurs scénarios à plusieurs moments, donc il y a toujours eu de petits envois, mais là, on est en train de négocier avec 3 entreprises ici aux États-Unis, d'accord? Et je peux même déjà annoncer, il y a une entreprise qui s'appelle Hypo, et puis il y a une autre entreprise qui s'appelle Saveur Lacaille, avec qui nous sommes en train de négocier. Saveur Lacaille est dans les crémasses. Ils sont intéressés aussi à commercialiser notre miel, d'accord? Le problème, c'est un problème parce que avec la situation actuelle, nous ne pouvons pas trouver des emballages. Je suis en train, même si c'est plus cher, mais je suis en train d'acheter des emballages actuellement aux États-Unis pour pouvoir envoyer. Il y a des commandes fermes qui sont déjà faites. Donc, très bientôt, avec Saveur Lacaille et Hypo, vous allez avoir trouvé du miel. Et probablement, bon, là, on n'a pas fini les négociations avec une entreprise j'ai oublié le nom, mais qui présente plusieurs produits haïtiens dans une boîte. Il présente des packages, etc. Donc c'est ça, on a négocié avec 3 entreprises et très bientôt, le miel de Viasa enfin, d'ici peut-être 2 ans, parce qu'on est en train de travailler avec une plus grosse structure,
le miel de Viassa va envahir tous les États-Unis. Partout où il y a des Haïtiens aux États-Unis, on va trouver le miel de Viassa. On est en train de travailler pour cela. Très belle perspective, Monsieur Paul. Donc là maintenant, je vais laisser de côté un peu le miel, mais j'aimerais je suis curieuse pour savoir exactement quel type de leadership que vous utilisez. Effectivement, vous êtes éducateur, entrepreneur, tout ça, mais quel type de leadership que vous utilisez avec votre équipe à Viassa? Je vais vous dire, Madame René, je suis comme je suis. En fait, si je me réfère à mes racines, en fait, je vous ai parlé de mon parcours entrepreneurial, mais je vous ai pas parlé de ma famille, d'accord? Laissez-moi vous dire rapidement que ma famille, du côté paternel, mon grand-père était un Corse. D'accord, Corse avec origine dans l'Italie du Sud et donc une mentalité très très commerçante et j'ai grandi avec mon père était entrepreneur. Bon, quoi qu'il est mort, j'étais assez jeune, j'avais 1 an quand il est mort, mais j'ai trouvé ma tante, sa sœur et dès mon jeune âge, donc je travaillais dans les boutiques. Bon, ma tante était la première importatrice de jersey, le tissu qu'on utilisait pour faire dans le temps, enfin, le temps à l'époque de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, on utilisait des jupons, des culottes, on utilisait le jersey pour faire cela, d'accord? De la dentelle, etc. Donc, on était le magasin, parce qu'on avait à une certaine époque 3 magasins sur la Grande Rue. Et moi, j'étais là dans les magasins, justement, à faire les petites tâches, enfin, je faisais ce qu'on appelle maintenant, enfin, j'étais agent de rayon, quoi. Je faisais des rayonnages, arranger les tissus, là où ça devrait être, et puis faire un travail de surveillance dans le magasin pour surveiller les voleurs. Et puis, j'avais un petit job tous les samedis. On me donnait un bol en plastique avec des pièces de monnaie et je devrais donner de l'argent aux pauvres. Et vous savez, ça m'a sensibilisé à beaucoup de choses. J'ai toujours été prêt, des gens de basse condition. Et je vous dis que c'est pas par hasard que j'ai démarré mon expérience professionnelle dans un quartier populaire où j'ai travaillé avec des jeunes très pauvres. Donc, moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Écoutez, je ne passe pas par des intermédiaires pour communiquer avec mes employés, avec mes collaborateurs. On travaille directement. Donc, c'est participatif. Tout le monde peut donner ses idées. C'est un leadership participatif. C'est un leadership ouvert et c'est un leadership de terrain. D'accord? Parce que moi, je crois dans ça. Je veux pas qu'on me rapporte. Je veux voir, je veux comprendre. Et dès qu'il y a un problème avec mon équipe, je pose le problème directement avec la personne concernée et sans phare. D'accord? Donc, je vais droit au but et on résout le problème tout de suite. Mais on va toujours vers une solution sans conflit, sans heurts, mais en posant les vrais problèmes. Des fois, on s'énerve, mais moi, je calme toujours le jeu et l'objectif, justement, c'est d'arriver à un résultat positif, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la personne qui est en cause, ne se sent pas diminué, ne se sent pas mis de côté, mais au contraire, et c'est arrivé 1000 fois avec mes employés, d'accord, qu'il y a des choses comme ça. Et là, après ces réunions-là, ils en sortent encore plus motivés pour avancer avec mon entreprise. C'est très bien pour votre style de leadership, Monsieur Paul. Donc là, vous êtes cofondateur, effectivement. Est-ce que vous êtes toujours présent à Viassa? Ou du moins, si vous n'êtes pas là, vous êtes au calme parce que vous savez que tout va fonctionner à la normale, même quand vous êtes absent. Je suis bien content que vous ayez dit ça parce que actuellement, au moment où je vous parle, je suis en Floride. J'étais venu à cette réunion de Miami, mais vous savez, il y a plus de vol. Donc, on a annulé mon vol dimanche, lundi et mardi. Donc, jusqu'à présent, il y a plus de vol. Je suis en Floride avec ma famille. Donc, j'ai un personnel sur le terrain qui fait son boulot, d'accord? Mais je me fais aider aussi par mes caméras, d'accord? J'ai plusieurs caméras installées et je peux entendre même les conversations et voir les ventes, etc. Et puis, je réagis par rapport à la comptabilité parce que c'est sur mon téléphone, c'est sur mon ordinateur aussi. Et puis, je demande des preuves physiques et aujourd'hui,
c'est samedi, on doit m'envoyer un rapport de stock, d'accord, avant de commencer la nouvelle semaine lundi. Donc, tout se passe très bien. Ce matin, j'ai eu un rapport de terrain sur la situation générale de la zone et de l'entreprise. Et non, c'est comme si j'étais là. Et puis, j'ai des C'est employés vraiment bien. extrêmement motivés, d'accord, qui ont tendance même à m'appeler papa. Oh, c'est bien là. Donc, vous établissez, disons, une relation assez humaine entre Oui, vos employés et vous. tout Donc, à ça fait. va vous faciliter également pour l'avancement de l'entreprise. C'est très bien. Donc, Monsieur Paul, on est censé arriver à la fin. Est-ce que vous aimeriez partager avec nous les projets de Viasa ou bien une réalité que vous voulez partager avec nous à la fin de cette web émission? Bon, en fait, je voulais partager avec vous justement mon plaidoyer, le plaidoyer que nous sommes en train de faire en Haïti actuellement, parce que vous savez, Viasa est aussi impliqué dans beaucoup de choses. Je viens de vous parler de la Cité du Savoir. Viasa est membre de la chaire de recherche-action qu'a créé l'ISTEA pour la transformation des produits agricoles. La chaire de recherche-action pour la transformation des produits agricoles. Donc, en fait, c'est une chaire qui vise justement à travailler pour mettre en place des programmes de formation de la licence au doctorat pour nous permettre en Haïti d'avoir des compétences qui pourront nous permettre d'accéder aux standards internationaux pour pouvoir exporter dans les grands pays dans de bonnes conditions. Via ça, œuvre aussi à mettre en place pour la filière miel les prescrits du Codex Alimentarius et particulièrement le document STAN 1981 qui est spécifiquement pour le miel. Via ça travaille aussi avec via ça a aidé à la création de la Société haïtienne de botanique, d'accord, SHB. Via ça est le vice-président. Nous avons créé cette Société haïtienne de botanique avec William Sinéa du Jardin botanique des Cailles, qui est un ami, un collègue. Au contraire, pendant cette émission, je dois l'appeler après. Donc, via ça aussi, travaille, c'est la première entreprise qui a travaillé à la célébration de la Journée mondiale des abeilles en Haïti, parce que c'est une célébration qui a été décidée en 2017, en décembre 2017, par l'Assemblée générale des Nations unies, d'accord? Jusqu'à présent, aucune célébration de la part d'Haïti, et nous allons faire cette année la 7e célébration. Donc, on est très engagé dans cela pour mobiliser la communauté nationale et internationale sur la problématique des abeilles, sur la problématique du miel, et puis aussi travailler avec les gens pour que nous ayons moins de dépenses dans la santé publique, d'accord? Parce que nous pouvons utiliser le miel pour soigner beaucoup de maladies, d'accord? Et c'est, bon, il y a plein de gens qui connaissent l'apithérapie, il y a des gens qui ont des arthroses, des arthrites, ou bien des maladies douloureuses qui sont soignées. Là, ça, il faut développer tout cela. Via ça, est intéressé à se développer. Le site de Viasa actuellement qui comporte que les éléments dont je viens de vous dire tout à l'heure, mais on est intéressé très bientôt à avoir à Viasa même un jardin botanique dédié aux plantes mellifères natives d'Haïti et puis mettre en place un ensemble d'infrastructures, faire de Viasa un site de visite pour les jeunes, particulièrement les écoliers, les universitaires, mais aussi le grand public, pour que les gens comprennent bien la problématique du miel, et puis développer toute activité susceptible de protéger notre environnement et protéger la biodiversité. Pendant que nous allons fêter cette année, enfin chaque année, quand nous commémorons la Journée mondiale des abeilles, le 20 mai, nous en profitons aussi pour commémorer la journée de la biodiversité, la journée internationale, c'est pas la journée mondiale, mais la journée internationale de la biodiversité, parce que justement, la biodiversité est extrêmement importante dans l'équilibre de la nature, donc nous, on est dans ce combat. Mais aussi, via ça, développe aussi, bon, on n'aura pas le temps de dire beaucoup de choses là-dessus, même si j'en ai parlé un petit peu, nous proposons une stratégie de développement d'Haïti cadrée sur
le positionnement géographique. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas abordées ça, mais c'est un combat que nous sommes en train de mener actuellement. Donc, ce sont là, justement, nos perspectives, à part le fait, justement, de pouvoir augmenter les revenus dans cette filière d'activité en, en développant la filière, en vendant à l'étranger. Parce que, en fait, je dois vous dire, pour cette année, nos revenus étaient à 38 millions et nous visons d'ici 2 ans, 200 millions. Parfait, parfait. Un très beau travail, Monsieur Paul, avec ces très beaux projets. Donc là, j'ai beaucoup appris, Julienne, j'ai beaucoup appris. Merci de nous informer. Et c'est sûr que je vais vous inviter à nouveau, même quand c'est pas maintenant, mais après quelques mois, parce que on est curieux, à Toscana, on est vraiment curieux de savoir exactement l'évolution de nos entrepreneurs. Donc, ça a été un très grand plaisir d'être avec vous, Monsieur Paul, et je ne vous souhaite que du succès et que vous avancez vers l'avant. Merci infiniment, Madame Audet. Ça a été un plaisir aussi pour moi d'être avec vous et je souhaite longue vie à Toastpreneur. Merci, Monsieur Paul. Donc, chers amis, chers auditeurs, c'était Mianta Jean-Pierre avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la quinzaine. Au revoir. Au revoir.